L'homme pesait 36 kilos de plus qu'elle et comptait 3 déploiements en zone de combat à son actif. Il fonça droit sur elle, sûr de lui, avec cette assurance particulière des hommes que personne n'a jamais arrêté. 5 secondes plus tard, il gisait face contre le sable. Personne ne bougea. Pas un mot ne fut prononcé. 18 des guerriers les plus redoutables de la marine américaine restèrent figés en formation, les yeux rivés sur une jeune femme de 22 ans, aux cheveux châtain foncé et aux yeux gris paisibles, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire sous leurs yeux. Elle n'avait même pas ajusté sa posture. « Je vous avais prévenu, » dit-elle d'une voix posée. « Je préviens toujours avant. » Camp Pendleton s'élevait au bord du Pacifique comme s'il en était le propriétaire, ce qui, dans les faits, n'était pas loin de la vérité. La cour d'entraînement derrière le bâtiment 14 était faite de sable tassé et de discipline, le genre de terrain qui avait brisé 10 000 hommes pour en faire des soldats et façonner une poignée d'entre eux en quelque chose de plus difficile à nommer. Cassidy Hale se tenait dans cette cour depuis 4 minutes sans que quiconque daigne la remarquer. 22 ans, 1m68, 63 kg de muscles et d'immobilité maîtrisée. Ses cheveux châtain foncé tombaient librement sur ses épaules, pas réglementaire, ce que 3 sous-officiers différents remarquèrent et sans rien dire, car quelque chose dans sa façon de se tenir rendait tout commentaire désinvolte dangereusement malvenu. Elle portait un t-shirt ajusté vert olive, col en V profond, manches courtes, rentré dans un pantalon de treillis camouflage resserré au-dessus de bottes tactiques couvertes de vraie poussière, pas celle de la cour d'entraînement. Celle qui venait d'ailleurs d'un endroit qui ne figurait sur aucun ordre de mission officiel. Dans la poche gauche de sa poitrine, une photographie. Elle portait toujours cette photographie. Les 18 SEAL en formation l'observaient comme les vétérans de combat observent toute chose inconnue, avec une évaluation professionnelle enrobée de mépris décontracté. Elle percevait les murmures. Depuis le jour où elle avait franchi la porte d'un bureau de recrutement de la marine à Seattle, à 18 ans, en déclarant vouloir devenir SEAL, elle n'avait cessé d'entendre des variantes de ces chuchotements. Le recruteur l'avait dévisagée pendant 3 bonnes secondes, puis il avait souri de ce sourire qu'ont les gens quand ils hésitent entre gentillesse et franchise. Elle n'avait eu besoin ni de l'une ni de l'autre. C'était 4 ans plus tôt. 4 années au cours desquelles beaucoup de choses étaient passées. « Formation !» lança une voix depuis l'avant de la cour. Le premier maître, Marcus Bren. 29 ans, 1m90, le genre d'homme dont la seule présence physique réorganisait l'espace autour de lui. Une mâchoire qui semblait taillée dans du béton armé et des yeux couleur d'eau peu profonde sur du ciment, bleu pâle, plat, déjà décidé. L'année précédente, il avait mené une équipe d'action directe pendant 7 mois à Ramadi. Il avait perdu 2 hommes et ramené 6 autres, alors que les probabilités en prévoyaient 4 de moins. Il était bon. Il savait qu'il était bon. Cette certitude habitait chaque centimètre de son être comme une structure porteuse. Il posa les yeux sur Cassidy Hale de cette manière qu'elle avait déjà répertoriée dans sa mémoire sous la catégorie défi de type 3. Pas encore agressif, mais positionné pour le devenir, attendant de voir ce qu'elle ferait de cette attention. Elle laissa le silence durer juste assez longtemps pour que ce soit délibéré. « Je m'appelle Cassidy Hale, » dit-elle. Sa voix ne jouait rien, elle portait simplement. Vous avez 30 secondes pour décider si vous allez gaspiller les 3 prochaines semaines ou apprendre quelque chose qui vous maintiendra en vie quand votre technologie tombera en panne et que les renforts ne viendront pas. C'est votre choix. Le chrono démarre maintenant. Personne ne bougea pendant 4 de ces 30 secondes, puis Bren fit un pas en avant. Repos parade décontracté. Une provocation en soi. « Madame », dit-il, et le mot portait juste assez d'appui pour signifier autre chose que du respect. « Avec tout le respect que je vous dois, on revient de Ramadi. On a mené des opérations directes dans 3 pays ces 18 derniers mois. Quel est le programme exactement ?» Cassidy le regarda. Pas à travers lui, pas au-delà, droit dans les yeux, comme regardent ceux qui collectent véritablement de l'information. Quel est votre niveau de certification en combat rapproché, premier maître? Combative niveau 4, mention expert. Quand l'avez-vous utilisé en situation réelle pour la dernière fois? Un temps d'arrêt. Une demi-seconde à peine. Novembre. Ramadi. Est-ce que ça a fonctionné?
De toute évidence, je suis debout devant vous. Étiez-vous la personne la plus imposante dans la pièce ce jour-là ? Nouveau silence, plus long. Oui. Alors ce n'est pas votre technique qui a fonctionné, répliqua Cassidy. C'est votre gabarit. Avancez. La cour d'entraînement fit alors ce que Cassidy avait observé 100 fois dans des cours d'entraînement. Elle retint son souffle. Les hommes en formation ne bougèrent pas, mais ils se déplacèrent imperceptiblement. Ce micro-ajustement collectif de l'attention qui signifiait que chaque paire d'yeux venait de s'affûter. Bren s'avança. Il sourit, et ce sourire n'avait rien d'hostile, ce qui, paradoxalement, était pire que s'il l'avait été. « Je ne veux pas vous blesser. Vous n'y arriverez pas, » répondit Cassidy. Le sourire se modifia, durci sur les bords. Il attaqua avec une combinaison de niveau 4, rapide, académique, bâtie sur la certitude que la vitesse et la masse réglaient la plupart des débats avant même qu'ils ne commencent. Jab gauche pour créer de la distance, cross droit dans la foulée, épaule engagée dans la rotation. Le genre de puissance qui avait mis fin à des discussions dans 3 pays. Cassidy se décala d'un demi-pas vers la gauche. Le jab passa à 5 cm de son visage. Le cross suivit. Elle le redirigea de l'avant-bras. Pas un blocage, un guidage, ajoutant à son propre élan et le tirant au-delà de son axe central. Bren trébucha, une botte raclant le sable. Son équilibre se fractura pendant exactement le laps de temps dont elle avait besoin. Sa main trouva son poignet, point de pression, nerf radial, l'application précise que son père lui avait enseignée quand elle avait 9 ans, sur le perron de leur maison à Seattle, tandis que sa mère les observait par la fenêtre de la cuisine avec une expression mêlant fierté et résignation à parts égales. Le bras de Bren s'engourdit du coude jusqu'au doigt. Son corps suivit son bras comme le font les corps. Réponse naturelle à une disruption nerveuse soudaine. Rien de personnel, juste de la physique. Il heurta le sable, épaule la première, et resta là 1 seconde entière, les yeux rivés sur le ciel d'Arizona. 5 secondes, du début à la fin. Cassidy recula d'un pas. Debout, 1er mètre. Bren se releva lentement. Son visage était un masque contrôlé, mais sa mâchoire était crispée et ses yeux avaient changé. La certitude plate et désinvolte avait disparu, remplacée par quelque chose de plus acéré et de plus honnête. Pour la première fois, il la regardait vraiment. « Encore, » dit-il. « Même résultat, » l'avertit Cassidy. « Je vous préviens maintenant. Je n'étais pas prêt. »« Si, vous l'étiez. C'est justement là où je veux en venir. » Elle se tourna vers la formation. 18 hommes qui n'avaient pas bougé, pas parlé, pas même déplacé leur poids d'un pied sur l'autre. Ce que le premier maître Bren vient de vivre illustre le principe fondamental numéro 1. La technique supérieure l'emporte sur la force supérieure. Il a misé sur la puissance et la vitesse. Moi, sur la précision et le levier. En combat rapproché, la précision gagne à chaque fois, sans exception. Elle se retourna vers Bren. Dans son expression, quelque chose de nouveau se dessinait. Pas encore du respect, trop tôt pour cela, mais le début d'une interrogation. Elle avait déjà vu cette expression, celle d'un homme dont la certitude venait de se fissurer. Il comblerait cette fissure par la colère avant de la combler par la compréhension. C'était prévisible, c'était normal. Vous en voulez un autre ? 1er maître ? Sa mâchoire travailla. Oui, amenez du monde, dit Cassidy. Tous ceux dans cette formation qui pensent pouvoir me battre, sortez du rang. 5 d'entre vous. Voyons ce que Ramadi vous a vraiment appris. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis un second maître sortit de la formation, puis un autre. 2 de plus, des hommes jeunes, éprouvés au combat, portant cette assurance particulière de ceux qui avaient affronté un danger réel et en étaient l'araïde sortis vivants. Ils se regroupèrent autour de Bren. 5 contre 1, au fond de la formation, le second maître Jenna Whitford observait la scène avec des yeux grands ouverts et attentifs. La seule autre femme de l'unité. 24 ans, 8 mois de rejet poli incrustés dans sa posture, cette façon de porter les épaules légèrement en avant, légèrement rentrées. Le langage corporel de quelqu'un qui avait appris à se faire petit pour éviter le prix qu'on payait à occuper de l'espace. Elle avait regardé la démonstration. Elle avait vu Bren toucher le sable. Et quelque chose se produisait dans sa poitrine pour lequel elle n'avait pas encore de mots, mais qui ressemblait à une fenêtre s'ouvrant dans une pièce restée scellée depuis très longtemps. Cassidy
dévisagea les 5 hommes face à elle. « Les règles !» annonça-t-elle. « Pas de frappe au visage ni à l'entrejambe, pas de dommages permanents, tout le reste est autorisé. Quand vous tapez ou que je vous mets au sol, c'est terminé pour vous. Compris ?» 5 hochements de tête. « Commencez. » Ils convergèrent ensemble, pas bêtement. Bren leur avait au moins enseigné la géométrie tactique, position de débordement. 1 de face pour attirer l'attention, 2 sur les angles pour submerger par le nombre, et la simple arithmétique du 5 contre 1. Cassidy ne se précipita pas. Elle lut les transferts de poids, les mouvements oculaires, ces 1000 petits signaux que chaque corps émet avant de s'engager dans une action. Des signaux que la plupart des gens n'apprennent jamais à déchiffrer parce que personne ne leur a jamais appris à regarder. Le premier en pointe chargea. Elle esquiva latéralement, utilisa son élan, le guida directement dans celui qui attaquait par la gauche. Ils s'en mêlèrent, s'effondrèrent dans une collision de membres et de jurons. 2 à terre. Celui sur sa droite tenta de lui saisir le bras. Technique de contrôle. Il cherchait à neutraliser son avantage de levier en la fixant sur place. Elle le laissa attraper sa prise, fit pivoter son poignet contre le pouce, la direction précise qui brise toute saisie, quel que soit le différentiel de force. Elle verrouilla son coude. Il gémit, tapa le sable. Elle le relâcha instantanément. 3 à terre. Bren et un autre restaient. Ils tournaient autour d'elle, plus prudents maintenant. Ils apprenaient. Bon instinct. Mauvais calendrier. Bren feinta à gauche. Son partenaire se décala à droite. Tenaille classique. Cassidy s'abaissa, faucha la jambe avant du partenaire, pivota avant même qu'il ne touche le sol. Bren était déjà en mouvement, désespéré maintenant. Non pas le désespoir contrôlé d'un tacticien, mais le désespoir brut d'un homme regardant le récit qu'il avait de lui-même se désintégrer en temps réel. Un large crochet, de la puissance derrière, mais aucune précision. Le coup d'un homme qui a cessé de réfléchir et s'est mis à réagir. Elle bloqua de l'avant-bras, pénétra dans sa garde et délivra une frappe de paume au plexus solaire, contrôlée, précise, suffisante. L'air quitta les poumons de Bren en une seule expiration brutale. Il se plia en 2. Elle le guida vers le sol presque tendrement, comme on dépose quelque chose de lourd et de précieux. 5 hommes, moins de 2 minutes. Cassidy recula. Elle ne respirait même pas fort. La cour d'entraînement était devenue absolument, totalement silencieuse. Elle regarda Bren, à genoux dans le sable, les mains sur les cuisses, luttant pour retrouver son souffle, fixant le sol avec une expression qu'elle reconnaissait après 14 ans, passés à observer des hommes trop sûrs d'eux recalibrer leur certitude. « Je vous avais prévenu, » dit-elle. « Je préviens toujours avant. » Elle l'aida à se relever. Il prit sa main sans un mot. Mais dans ses yeux, sous la colère, sous la fierté meurtrie, sous le calcul d'un homme en train de décider de la suite, germait le commencement de quelque chose qu'il ne saurait nommer que bien plus tard. La question qui change tout, quand elle finit par émerger, est toujours la même. Qu'est-ce que j'ignore ? Cassidy fit face à la formation. 18 hommes la contemplaient avec des expressions ayant accompli le voyage complet. Du mépris à la stupeur, puis vers quelque chose qui n'avait pas de nom confortable. Au fond du rang, Jenna Whitford avait cessé de se faire petite. « Je ne suis pas ici pour vous humilier, » déclara Cassidy. « Je suis ici pour vous garder en vie. » Les techniques que je viens d'utiliser ont été développées au fil de décennies d'expérience du combat et m'ont été transmises par un homme qui a tout donné pour que d'autres puissent rentrer chez eux. Je vais vous transmettre ce qu'il m'a légué, puis ce que j'ai appris après. Elle marqua une pause, laissa ses mots se déposer. Mon père était le commandant Nathan Hale. Il est tombé à Helmand il y a 14 ans. C'était le meilleur spécialiste du combat rapproché que les opérations spéciales navales aient jamais connu. Il a sauvé 4 coéquipiers la nuit de sa mort. Et il est mort parce qu'il a hésité 3 secondes. Le silence dans la cour avait changé de nature. Plus lourd, plus dense. J'ai consacré 14 années de ma vie à m'assurer de ne jamais hésiter. Pendant les 3 prochaines semaines, je vais m'assurer que vous n'hésiterez pas non plus. Personne ne parla, personne ne remua. Au fond, Jenna Whitford leva la main. « Madame, est-ce que vous pouvez nous apprendre ce que vous venez de faire ?» Cassidy la regarda et reconnut quelque chose de familier. La faim, la détermination, ce feu particulier de quelqu'un à qui l'on a dit qu'elle n'avait pas sa place et qui a décidé d'en faire le problème de tout le monde. « C'est exactement pour ça que je suis là. »
répondit-elle doucement. Le lendemain matin, Marcus Brenne arriva en formation avec 30 secondes de retard. Pas assez pour un rapport, juste assez pour un message. Cassidy le nota sans expression, sans commentaire, sans même un regard vers sa montre. Elle attendit simplement qu'il soit en position et dit « Au sol, 50 pompes, premier mètre. Quand vous aurez terminé, reprenez votre place. » La cour se figea. Brenne la fixa. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Calcul, colère, l'arithmétique interne rapide d'un homme pesant ses options. Puis, il se laissa tomber et commença à compter. Répétition rapide et propre, du genre conçu pour communiquer que ceci n'était pas une punition, qu'il pouvait continuer toute la matinée et que cela ne signifiait rien. Cassidy le regarda finir. « Merci, premier maître. » Rompez. Il reprit sa place sans un mot, mais 3 hommes vers l'arrière de la formation échangèrent un regard que Cassidy intercepta, catalogua et archiva. Ce regard disait « Elle a gagné celle-là », ce qui signifiait que la partie continuait, ce qui signifiait que Brenne n'en avait pas fini. Elle s'y attendait, elle s'y était préparée. La résistance qui suit la première démonstration est presque toujours plus dangereuse que celle qui la précède, parce qu'elle est plus intelligente. Les hommes humiliés publiquement ne reviennent jamais de la même façon. Ils s'adaptent, ils contournent, ils manient la patience et la subtilité comme Cassidy maniait la précision, en armes. L'exercice du matin portait sur les fondamentaux du corps à corps. Cassidy forma les binômes avec soin. Les plus costauds avec les plus légers, les vétérans avec les opérateurs plus récents. Elle observa les pairs trouver leur rythme, corrigea des prises, ajusta des postures, circula dans la formation comme un courant. Quand elle atteignit Jenna Whitford, elle s'arrêta. Jenna était en binôme avec un sous-officier nommé Dunlap, qui avait 20 cm de plus qu'elle et cette sorte de patience étudiée, trahissant qu'il attendait qu'elle commette une erreur pour la corriger aimablement, ce qui, en soi, était une forme de condescendance. « Montrez-moi votre technique d'entrée », dit Cassidy. Jenna l'exécuta, techniquement correcte, mécaniquement parfaite et totalement dépourvue de conviction. Les gestes de quelqu'un qui joue pour être évalué plutôt que de se battre pour survivre. « Encore !» ordonna Cassidy, mais cette fois, mettez-y de l'intention. Jenna la regarda. Quelque chose bascula. Elle reprit sa posture et exécuta la technique une seconde fois. Et cette fois, il y avait du poids derrière. L'entrée avait de la vélocité. La prise avait une intention. Les yeux de Dunlap s'écarquillèrent légèrement. « Mieux, » dit Cassidy. « Voilà la différence entre s'entraîner et survivre. L'un est une représentation, l'autre est une décision. Prenez la décision à chaque fois. » Elle poursuivit son chemin. Mais elle sentit le regard de Jenna dans son dos pendant un long moment. À midi, l'unité s'était entraînée 4 heures et le ressentiment coulait dans 2 directions. La moitié des hommes commençaient à s'investir, véritablement, comme s'investissent les gens qui réalisent que l'information est authentique et que la source sait de quoi elle parle. Le second maître, Cole Prescott, 26 ans, avait cessé de jouer au sceptique quelque part autour de la 3e heure et s'était mis à poser de vraies questions, celles qui naissent d'une confusion sincère plutôt que d'un défi. Pourquoi cet angle de prise ? Pourquoi pas le groupe musculaire principal ? Pourquoi l'élan compte-t-il davantage que la force en combat rapproché ? Cassidy répondit à chaque question avec la même précision qu'elle apportait à tout le reste, non pas parce qu'elle faisait preuve de patience, mais parce qu'elle avait réellement réfléchi à chacun de ces points. 14 ans de réflexion. Un retour aux principes fondamentaux pour chaque technique jusqu'à comprendre non seulement le quoi, mais le pourquoi, assez profondément pour tout reconstruire de zéro si nécessaire. L'autre moitié de l'unité continuait d'observer Brenne, et c'était là le problème. Il ne faisait rien de mal. Voilà toute l'habileté de la chose. Il exécutait chaque exercice correctement, répondait à chaque instruction par un « oui, madame », qui remplissait toutes les conditions formelles du respect sans en contenir la moindre substance, présent et absent en même temps. Un homme accomplissant les gestes requis tout en signalant à chaque observateur que son opinion réelle n'avait pas changé. Cassidy avait déjà vu cela. Elle l'avait vécu de l'autre côté, sous les regards d'instructeurs qui la traversaient du regard pendant sa première année de formation et répondait à ses questions avec cette patience particulière des gens ayant déjà décidé que la réponse importait peu.
puisque celle qui la posait ne tiendrait pas. Elle savait exactement à quel point c'était corrosif, comment cela se propageait, comment 6 hommes suivant le mépris silencieux d'un seul pouvaient creuser un programme de formation de l'intérieur. Après la dispersion du soir, elle trouva le contre-amiral Edward Garner dans son bureau. Garner avait 61 ans, compact et direct, avec cette économie de mouvement que les opérateurs de carrière ne perdent jamais tout à fait. 3 tours de combat à son actif, puis une décennie passée à gérer des programmes auxquels la marine voulait croire sans vraiment s'y engager. Il avait soutenu ce programme en particulier, y avait mis son nom, avait fait venir Cassidy parce qu'il avait connu son père et savait ce que Nathan Hale avait construit chez sa fille. « Bren » dit Cassidy sans préambule. Garner se cala dans son fauteuil. « Oui. » « Il ne va pas céder, amiral. Pas par l'instruction, il a besoin d'une pression différente. » « Quel genre ? » ?»« Des conséquences, des enjeux réels, pas un exercice qu'il peut traverser en roue libre tout en passant techniquement. » Elle marqua un temps. « Je veux accélérer l'exercice de terrain. L'avancée de 48 heures. » Garner resta silencieux un moment. « Les observateurs du Pentagone arrivent au 21e jour. Il nous faut une performance complète de l'unité à ce moment-là. » « Je sais. Mais si Bren continue encore une semaine à faire ce qu'il fait, il entraînera la moitié de la formation avec lui. Je préfère les tester quand ils sont mal à l'aise plutôt que les évaluer après qu'ils aient eu le temps de développer de mauvaises habitudes confortables. La vice-amiral Navarro arrive dans 6 jours. Parfait. Qu'elle voie la version authentique. Garner la considéra longuement, avec l'expression d'un homme en train de déterminer si l'atout en face de lui prenait une décision tactique ou personnelle. Votre père prenait ce genre de décision, dit-il finalement. Agir vite avant que la résistance ne se cristallise. Est-ce que ça marchait ? En général. Un temps. Pas toujours. Cassidy soutint son regard. Je ne suis pas mon père, amiral. Non, répondit-il, vous ne l'êtes pas. Il se tourna vers son bureau. J'approuve le nouveau calendrier. Vous avez 5 jours pour préparer. Ne les gaspillez pas. Elle était presque à la porte quand il reprit la parole. Cassidy. Elle se retourna. Il va revenir à la charge avant l'exercice, plus fort qu'hier. Il a parlé aux autres hommes. Elle acquiesça d'un signe de tête. Je sais. La façon dont vous gérerez cela donnera le ton pour tout ce qui suit. Je le sais aussi. Amiral. Elle sortit dans l'air nocturne et resta immobile pendant exactement 30 secondes, déroulant les variables. Puis elle retourna vers les baraquements et frappa à la porte de Jenna Whitford. Jenna ouvrit en civil, hors service, le visage d'abord surpris, puis autre chose, méfiant. L'expression de quelqu'un pour qui les bonnes choses arrivent de façon inattendue et qui n'est pas encore sûr que ce soit réel. « Prenez vos bottes, » dit Cassidy. « Cours d'entraînement, 30 minutes. »« Il est 22 heures, madame. »« Je sais quelle heure il est. » Jenna prit ses bottes. Dans la cour d'entraînement, sous les étoiles d'Arizona, Cassidy passa 1 heure à lui enseigner une seule chose, comment briser la prise d'un adversaire plus grand en combinant simultanément une rotation du poignet et une rotation du corps. L'alliance de 2 principes mécaniques qui, pris individuellement, restaient gérables, mais qui ensemble devenaient quasiment impossibles à contrer, quel que soit le différentiel de gabarit. Jenna fut maladroite au début, s'acharnant à utiliser la force de ses bras au lieu de faire confiance à la géométrie. Cassidy l'arrêta, la reprit, réexpliqua, pas à partir d'un manuel, mais depuis son propre corps, depuis cet endroit où la voix de son père et 14 ans de répétition avaient fusionné en quelque chose qui n'était plus que du savoir pur. Au terme de l'heure, Jenna tenait la technique, pas parfaitement, mais authentiquement. Le geste avait quitté son esprit conscient, pour descendre vers quelque chose de plus proche de l'instinct. Elle se tenait dans le sable, le souffle court, contemplant ses propres mains comme si elle recalculait quelque chose de fondamental. « Madame, dit-elle, je peux vous poser une question ? Allez-y. Comment faites-vous pour rester calme quand il vous regarde comme ça, comme si vous n'aviez rien à faire ici ?» Cassidy considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. J'ai arrêté d'attendre qu'il soit d'accord avec moi, dit-elle. La question n'est pas de savoir s'il pense que j'ai ma place ici. La question est de savoir si je peux les garder en vie quand tout va de travers.
C'est la seule question qui compte dans cette cour. Tout le reste n'est que du bruit. Jenna resta silencieuse un moment. Bren raconte aux autres que le programme est politique, que vous êtes là parce que quelqu'un en haut veut faire un titre dans la presse. Voilà. Pas une surprise, mais l'entendre formuler à voix haute par quelqu'un d'autre lui donnait une réalité différente. « Je sais, » dit Cassidy. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Cassidy regarda la cour obscure, cet espace où 18 hommes se tiendraient le lendemain matin, certains encore en train de décider s'ils allaient apprendre, d'autres ayant déjà tranché. « Rien, » répondit-elle. « Pas encore. » Elle laissa Jenna partir. Resta seule un moment dans le noir, une main sur la photographie dans sa poche sans la sortir, le visage de son père derrière le kevlar, derrière l'uniforme, derrière les 14 années. Elle n'avait pas hérité de son hésitation. Elle avait travaillé trop longtemps et trop dur pour l'éradiquer. Mais elle avait hérité autre chose de lui. La certitude que certaines batailles doivent être perdues avant de pouvoir être gagnées. Que le bon moment mérite qu'on l'attende. Même quand attendre donne l'impression de perdre du terrain. Bren construisait quelque chose. Elle le sentait. Elle le laisserait construire, puis elle le laisserait s'effondrer. La confrontation survint au 4e jour. Et elle arriva exactement comme Cassidy l'avait anticipé, pas au grand jour, pas sous forme de défi frontal, mais de biais, comme se déplace toujours la résistance intelligente quand elle a compris que les attaques frontales ne fonctionnent pas. Cela passa par Cole Prescott, exercice du matin, binôme de corps à corps. Cassidy circulait dans la formation, corrigeant les techniques. En atteignant le centre de la cour, elle trouva Prescott en binôme, non pas avec son partenaire attitré, mais avec Bren, qui avait réarrangé 2 binômes sans en informer personne et faisait maintenant répéter à Prescott une séquence de mise au sol techniquement correcte, mais spécifiquement conçue pour le faire paraître incompétent. « Encore !» dit Bren en envoyant Prescott au sol pour la 4e fois. « Tu télégraphies l'entrée. Tu vas te faire tuer en faisant ça comme ça. » Prescott se releva, sa mâchoire était serrée. À 26 ans, il avait assez de fierté pour alimenter une petite guerre, mais aussi assez d'intelligence pour savoir quand on se servait de lui comme accessoire. Cassidy s'arrêta à 2 mètres. 1er mètre. Bren leva les yeux. « Madame, qui a assigné vos binômes ce matin ?» Un demi-temps d'arrêt. « J'ai estimé que ces binômes seraient plus productifs. Cette évaluation me revient. Retournez avec votre partenaire assigné. » Avec tout mon respect, madame, j'ai plus d'expérience de terrain que... Je ne vous ai pas interrogé sur votre expérience de terrain. La voix de Cassidy était plate, précise et absolument définitive. Je vous ai demandé de retourner avec votre partenaire assigné. C'était un ordre, 1er mètre, pas une suggestion. Exécution. La cour s'était arrêtée. Chaque homme regardait. Bren soutint son regard pendant 3 secondes pleines. Elle voyait le calcul derrière ses yeux. Options, conséquences, l'architecture d'un homme pesant ce que valait cet instant. Puis il hocha la tête une fois, serré, contrôlé, et regagna sa position initiale sans un mot de plus. Cassidy se tourna vers Prescott. « Votre entrée était correcte. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Prescott cligna des yeux. « Madame, la technique était bonne. L'hésitation à la fin, c'est nouveau. C'est ce qui arrive quand quelqu'un passe 15 minutes à vous convaincre que vous faites tout de travers. Réinitialisez vos repères et travaillez proprement. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Mais derrière elle, elle l'entendit reprendre sa posture, s'exercer proprement, et elle perçut le changement de qualité dans ses mouvements, la confiance qui revenait dans ses articulations, la différence entre un homme qui exécute sous surveillance et un homme qui exécute parce qu'il sait que c'est juste. Derrière elle, Bren ne dit rien, mais 3 hommes près de lui échangèrent un regard. L'après-midi apporta quelque chose que Cassidy n'avait pas prévu, ce qui constituait la première surprise en 4 jours. Elle faisait travailler l'unité sur un exercice de temps de réaction, des réponses en binôme à des signaux d'attaque aléatoires, conçus pour construire ces voies de réponse automatique que son père appelait l'espace entre la peur et l'action. Quand Jenna Whitford exécuta une technique si propre et si rapide que toute la séquence d'exercices s'arrêta autour d'elle. Son partenaire se retrouva avec le verrouillage enseigné par Cassidy appliqué à son avant-bras et une expression de stupéfaction authentique sur le visage. Jenna se tenait derrière sa technique,
Poids répartis, respiration régulière, et pendant un instant, personne ne dit absolument rien. Puis Prescott commença à applaudir. Lentement d'abord, puis sincèrement. 3 autres hommes se joignirent à lui. Jenna regarda Cassidy. Cassidy lui adressa un unique hochement de tête. La mâchoire de Jenna se crispa, de cette façon dont se crispent les mâchoires quand on lutte pour ne rien laisser paraître sur son visage. Bren n'applaudit pas. Mais il regarda. Ce soir-là, à 23h, Cassidy travaillait seule dans la cour d'entraînement quand elle entendit des pas. Pas ceux de Jenna cette fois, plus lourds, délibérés, la cadence spécifique de quelqu'un qui a pris une décision et la suit jusqu'au bout. Elle s'arrêta et se retourna. Bren se tenait au bord de la cour. En civil, main le long du corps, ce qui paradoxalement le rendait moins assuré que l'uniforme. Il dégageait une incertitude sincère, et cette nouveauté suffit à ce que Cassidy s'immobilise et le regarde simplement combler la distance. « Je voudrais vous poser une question, » dit-il. En dehors du cadre officiel. Il n'y a pas de hors-cadre dans un programme de formation, premier maître. Alors dans le cadre. Il s'arrêta à 2 mètres. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? J'ai lu votre dossier. 2 ans de préparation au BUD/S, 4 tentatives de qualification SEAL avant qu'il n'accepte la modification du programme. 14 mois de formation avancée en combat rapproché sous des instructeurs qui ne voulaient pas vous enseigner. C'est un sacré chemin pour un programme que la moitié du commandement considère comme un exercice politique. Cassidy le regarda. C'est une question, ça ? Pourquoi n'avez-vous pas abandonné ? Elle ne s'y attendait pas. L'honnêteté de la chose, le vrai poids derrière les mots, pas un défi, pas une stratégie. Une vraie question posée par un homme qui n'avait jamais eu à se la poser à lui-même et cherchait sincèrement à comprendre une expérience étrangère à la sienne. Parce que mon père est mort pour 3 secondes, dit-elle. 3 secondes d'hésitation que j'aurais pu l'aider à éliminer si j'avais été correctement formé, si quiconque avait été correctement formé. Elle fit une pause. Abandonner aurait signifié que ces 3 secondes étaient la fin de l'histoire. J'avais besoin qu'elle signifie autre chose. Bren resta silencieux un long moment. « Mon frère est revenu de Tikrit dans un drapeau, » dit-il. « Engin explosif improvisé, rien que quiconque aurait pu faire différemment. Mais ça fait 2 ans que je repasse cette journée dans ma tête en cherchant la chose qui aurait pu tout changer. Le silence entre eux était différent maintenant, plus un duel, quelque chose d'autre. Il n'y avait pas de chose, dit Cassidy. Parfois il n'y en a pas. Mais parfois il y en a une, et c'est pour ça qu'on est là. » Il hocha la tête une fois, se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Les hommes vous observent, madame. Plus que vous ne le pensez. Ils ne sont pas tous contre vous. »« Je sais, » dit-elle. Il s'en alla. Cassidy resta seul dans le noir, recalibrant tout. Le 6e jour arriva avec ce genre de pression qui change la qualité même de l'air. Le contre-amiral Garner avait avancé l'exercice de terrain, et la vice-amirale, Patricia Navarro, avait avancé son arrivée en conséquence, et d'une façon ou d'une autre, la combinaison de ces 2 faits avait circulé dans la conscience de l'unité exactement comme l'information circule toujours dans les unités militaires, instantanément, sans annonce officielle, pleinement formée et déjà génératrice d'anxiété. La vice-amirale Navarro, la femme la plus haut gradée des opérations spéciales navales, 30 ans, passée à être la seule femme dans chaque salle qui comptait. Elle n'était pas parvenue là en faisant preuve de patience envers les programmes qui ne livraient pas. Et tout le monde sur la base le savait. Cassidy rassembla l'unité à 6h et exposa la situation sans fioriture. Exercice de terrain de 48 heures, début demain à 6h. Vous nous traquez, le contre-amiral Garner et moi, sur 32 km² de terrain. Munitions de marquage non létales. Si vous nous marquez tous les 2, vous gagnez. Si l'un de nous reste non marqué à la 48e heure, c'est nous qui gagnons. La vice-amirale Navarro observera depuis le terrain. « Depuis le terrain ?» demanda Prescott. « Elle n'évalue pas derrière des écrans. Habituez-vous. » La main de Bren se leva. « Règle d'engagement pour le scénario de victime. » Cassidy le regarda. Quelque chose traversa la cour. Cette tension spécifique des hommes reconnaissant que le premier maître venait de mentionner l'existence d'un scénario de victime, ce qui signifiait qu'il avait fait ses recherches, ce qui signifiait qu'il prenait les choses au sérieux. Si une blessure réelle survient,
dit Cassidy posément, c'est vous qui prenez la décision, la mission ou le soldat. Cette décision et tout ce qui en découle repose sur l'opérateur le plus gradé présent. Quelle est la bonne réponse ? Je ne vous la donnerai pas. Madame, ça, c'est l'exercice, premier maître. Il n'y a pas de décision d'entraînement. Vous prenez la décision et vous vivez avec. Voilà ce qu'est le commandement. Bren soutint son regard. Compris. Cet après-midi-là, Jenna trouva Cassidy en train de vérifier l'équipement dans la salle de matériel. « Il est venu vous parler hier soir, » dit Jenna. « Je l'ai vu aller vers la cour. »« Vraiment ? Qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Ça reste entre lui et moi. » Jenna s'appuya contre le chambranle. « Est-ce qu'il va poser problème demain ?» Cassidy leva les yeux. « Marcus Bren est le meilleur esprit tactique de cette formation. S'il décide de vraiment diriger au lieu de jouer un rôle, votre unité passe cet exercice. S'il ne le fait pas... » Elle marqua un temps. « Alors Prescott et vous devrez compenser. Nous ? Vous êtes l'élève la plus rapide de cette cour depuis le premier jour. Vous croyez que je ne l'ai pas remarqué ?» Jenna la dévisagea. « Je pensais que vous vous concentriez sur Bren. »« Je fais attention à tout le monde. » Cassidy retourna à son équipement. « Dormez. Demain, ce sera pour de vrai. » À 5h40 le lendemain, 19 personnes se tenaient dans l'obscurité précédant l'aube. Garner et Cassidy d'un côté, avec un équipement minimal et tout leur savoir. 18 SEAL de l'autre, avec la technologie, le nombre et 48 heures devant eux. La vice-amirale Patricia Navarro se tenait à droite de la formation. 60 ans, chevelure argentée, habitée par cette immobilité qui ne s'acquiert qu'en survivant à 30 années de salle qui ne voulait pas de vous. Elle regarda Cassidy une seule fois. Un regard long et direct qui ne disait rien et communiquait tout. « Vous connaissez votre objectif » déclara Garner à la formation. « On a 30 minutes d'avance, ensuite vous chassez. » Lui et Cassidy s'enfoncèrent dans l'obscurité et disparurent. Derrière eux, Bren se tourna vers sa formation. Équipe en place, dispositif de dispersion Delta. On bouge dans 29 minutes. Et pour la première fois depuis le premier jour, chaque homme dans la formation bougea sans la moindre hésitation. Quelque part dans le noir, devant eux, Cassidy n'entendit rien de tout cela. Mais elle savait déjà que ça se passait ainsi, parce qu'elle avait observé Marcus Bren pendant 6 jours et qu'elle comprenait l'architecture d'un homme en train de changer d'avis. Les étapes, la résistance spécifique qui précède le lâcher-prise. Elle avait vu cela avant, dans le miroir, 14 ans plus tôt, debout dans un bureau de recrutement à Seattle, avec un deuil qu'elle ne savait pas quoi faire et une décision pas encore pleinement formée. L'exercice avait commencé, et rien de ce qui suivrait ne serait propre, simple ou sans risque, ce qui en faisait exactement le bon type d'entraînement. La première embuscade frappa à la 6e heure. 11 SEALs marqués en 20 secondes. Fumée, tir de précision, disparus avant que la formation ait fini de traiter ce qui venait de se produire. Les survivants se dispersèrent dans les cris, la voix de Bren tranchant à travers le chaos avec des ordres de contrôle des dégâts qui étaient bons, véritablement bons, mais 20 secondes trop tardifs. Cassidy et Garner étaient assis déjà à 300 mètres, progressant bas et vite à travers un terrain qu'ils avaient arpenté 2 fois la veille, au soir précisément pour que leurs pieds le connaissent dans le noir. « Ils vont resserrer la dispersion maintenant », murmura Garner. « Bren est assez intelligent pour ça. »« Il va aussi essayer de prédire notre schéma, » dit Cassidy. « Reproduisez la même géométrie d'embuscade une 2e fois et il nous attendra. » Donc on ne la reproduit pas. Non, on le laisse prédire le schéma. Et ensuite, on va là où le schéma ne prévoit rien. Garner la regarda de biais. Votre père appelait ça « nourrir l'hypothèse ». Cassidy ne répondit pas. Elle était déjà en mouvement. De retour dans la formation éclatée, Bren faisait exactement ce qu'elle avait prévu. Regroupant ses 7 opérateurs restants, réattribuant les secteurs, construisant un nouveau dispositif de recherche intégrant la géométrie de l'embuscade et triangulant les positions probables. Du raisonnement tactique solide, discipliné, le genre de réponse prouvant qu'il était un commandant réellement doué quand son ego cessait d'occuper l'espace dont son jugement avait besoin. Jenna Whitford tenait le flanc gauche, Prescott le droit. Ils avaient trouvé un rythme au cours des 6 derniers jours qui n'avait rien à voir avec le genre et tout à voir avec la compétence précise
que Cassidy avait construite chez chacun d'eux, une répétition à la fois. « Contact au nord », annonça Prescott par radio. « Mouvement possible. Affleurement rocheux à 300 mètres. » Bren enclencha sa radio. « Confirmé. » Pas de confirmation, mais le schéma colle. « Whitford, vous recevez ?» La voix de Jenna revint nette et posée. « Je reçois. Ça ressemble à un appât, 1er mètre. » 3 secondes de silence. « D'accord, » dit Bren. « On ne va pas au nord. Prescott, maintenez votre position. Tout le monde redirige vers le sud-ouest. Ils veulent qu'on regarde vers le nord. » Cassidy, 300 mètres au nord, n'entendit rien de cela. Mais quand Garner murmura « Ils ne viennent pas », elle sourit une fois, brièvement et sincèrement. « Il apprend, » dit-elle. « C'est bon pour nous, ça, en ce moment ? C'est bon pour eux, et c'est ça qui compte. » La 9e heure apporta la seconde embuscade. Celle-ci était différente parce que Cassidy l'avait conçue pour être personnelle. Elle avait étudié les schémas tactiques de Bren sur 6 jours d'entraînement. Les indices dans sa prise de décision, le demi-temps d'arrêt avant qu'il ne s'engage dans une manœuvre de flanquement, la géométrie spécifique vers laquelle il se rabattait sous pression venant de la droite. Elle avait construit cette embuscade autour de ces schémas, comme une serrure est construite autour d'une clé précise. La formation progressait à travers un passage étroit entre 2 formations rocheuses. Bren avait disposé ses hommes en bonne dispersion, avançant prudemment, vérifiant les angles, professionnels et méthodiques. Cassidy les laissa parcourir les 2 tiers du passage avant que Garner n'ouvre le feu depuis le nord, attirant violemment leur attention vers la gauche. Alors, Cassidy surgit directement par l'arrière. Elle traversa l'arrière de la formation avant que quiconque ait enregistré sa présence. Munitions de marquage, rafale contrôlée, 4 opérateurs touchés en 8 secondes. Elle avait déjà disparu quand Bren pivota et tira sur l'espace qu'elle venait de quitter. Sa munition frappa l'air vide. Contact arrière, tous les éléments. Elle est derrière nous. Trop tard. 4 de plus éliminés. 11 au total. 7 restants. Et alors Cassidy fit ce qui ne figurait dans aucun manuel tactique, ce que son père lui avait enseigné sur le perron de leur maison à Seattle quand elle avait 10 ans et qu'elle était trop impatiente pour comprendre pourquoi ça comptait. Elle s'arrêta, se retourna, laissa Bren la voir pendant exactement 3 secondes, debout à découvert, pleinement visible, ne courant pas. « Venez me chercher, 1er mètre, » dit-elle, pas fort, juste assez. Puis elle disparut. Derrière elle, elle entendit Bren respirer lourdement, l'entendit rassembler ses opérateurs restants, entendit sa voix quand il leur parla. Et ce qu'elle perçut dans cette voix n'était pas la représentation d'un homme gérant son image. C'était la voix nue, concentrée, dépouillée, celle d'un commandant qui avait cessé de combattre la leçon et s'était mis à l'apprendre. « Elle veut qu'on la poursuive, » dit-il. « Alors, on ne poursuit pas, on réfléchit. Où doit-elle être dans 2 heures ? Travailler le problème à l'envers. Avancer intelligemment. » Cassidy contourna une formation rocheuse et trouva Garner qui l'attendait. « Il ne poursuit pas, » observa Garner. « Non. Vous auriez pu le marquer à l'instant. »« Je sais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Elle pensa à son père, à cette nuit à Helmand, où il avait sauvé 4 hommes et l'avait payé de 3 secondes, à ce que signifiait gagner un exercice comparé à ce que signifiait construire quelque chose qui dure au-delà. Parce que le fait qu'il apprenne à réfléchir vaut plus que le fait que je gagne un exercice, dit-elle. Garner resta silencieux un moment. Nathan aurait dit la même chose. Je sais. Elle vérifia le terrain. Il faut bouger, il travaille le problème à rebours maintenant, il trouvera notre position dans environ 40 minutes. Et ensuite, on le laisse faire. 14e heure, nuit. La température chuta brutalement, comme elle le fait dans le désert d'Arizona, rapide et total. Ce genre de froid qui donne envie de feu, de bruit et de réconfort. Les Seals établirent un camp en formation défensive, pas de feu. Bren les avait mis au rationnement d'eau avec des gardes tournantes et le maintien du silence. 7 hommes sur 18, plus de la moitié de l'unité éliminée, mais les 7 restants se mouvaient comme un ensemble désormais, pas comme des individus qui se trouvaient par hasard au même endroit. Jenna était de première garde quand Prescott vint s'asseoir à côté d'elle. « On va perdre, » dit-il à voix basse. « Probablement. »
Ça te dérange ? Jenna contempla le terrain obscur et repensa à 8 mois de tolérance passive dans cette unité, repensa à la nuit dans la cour d'entraînement quand Cassidy lui avait montré une rupture de prise et dit « mettez-y de l'intention ». Et quelque chose s'était déverrouillé dont elle ignorait qu'il était verrouillé. Pas de la façon dont ça m'aurait dérangé il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai arrêté de croire que gagner l'exercice était le but. Prescott resta silencieux un moment. Elle t'a atteinte. Elle nous a tous atteints, même Bren. Un temps. Il est différent ce soir. Tu as remarqué ? Oui, dit Prescott en s'adossant. Moins comme s'il jouait un rôle et plus comme s'il était vraiment là. À 3 kilomètres de là dans le noir, Bren faisait quelque chose que Cassidy n'avait pas prévu. Il écrivait dans un petit carnet de terrain à la lumière d'un stylo-lampe à filtre rouge, consignant chaque erreur tactique des 14 dernières heures. Et à côté de chaque erreur, la réponse correcte. Pas pour l'évaluation, pas pour le dossier officiel, pour lui-même, le document privé d'un homme cherchant sincèrement à comprendre où sa réflexion avait failli et pourquoi. Il faisait cela après chaque déploiement, depuis Ramadi, depuis le drapeau de son frère. Mais jamais encore en plein exercice. La 20e heure amena la vraie blessure. Elle survint sans préavis ni mise en scène, ce qui en faisait la chose la plus vraie de toutes. La botte de Prescott heurta une pierre instable dans l'obscurité. Le bruit que fit sa cheville fut audible pour chaque opérateur dans un rayon de 6 mètres. Pas une entorse, ce craquement spécifique qui signifie qu'une structure a cédé. Il s'effondra, dur et silencieux, comme tombent les hommes entraînés. Pas de cri, juste une respiration contrôlée et le visage de quelqu'un luttant de toutes ses forces pour gérer une douleur considérable. « État » demanda Bren, déjà à ses côtés. « Cheville, grave. » La voix de Prescott était stable. « Je ne peux pas bouger dessus. » Le premier mètre, Bren regarda ses 6 opérateurs restants, regarda le terrain. Il se trouvait à 300 mètres de la dernière position confirmée de Cassidy, la plus proche en 14 heures, la meilleure opportunité tactique de tout l'exercice, et Cole Prescott gisait au sol. Jenna enclencha sa radio avant que Bren ait pu parler. « Premier mètre, on doit arrêter. » Whitford, blessure réelle, pas de médecin. Nous sommes à 5 km du véhicule le plus proche. Si cette cheville est fracturée et qu'on attend que le chrono de l'exercice s'écoule, on inflige un préjudice réel à une personne réelle pour gagner un exercice d'entraînement. Sa voix n'était pas forte, elle était très claire. C'est un échange que je refuse de faire. Chaque opérateur regardait Bren. Il regarda Prescott, regarda le terrain où Cassidy et Garner se trouvaient quelque part, proche, dans l'obscurité, regarda son carnet dans la poche de poitrine, regarda Jenna, qui l'observait avec des yeux sombres et calmes, et cette immobilité particulière de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et attend de voir si la personne qui la commande prendra la bonne. 10 secondes, les 10 secondes les plus importantes de l'exercice. « Demandez l'évacuation sanitaire », dit Bren. « Whitford, vous avez la radio. Confirmez notre position et faites décoller l'appareil. » Premier mètre, ça met fin à l'exercice. Je sais ce que ça met fin. Sa voix était plate, définitive et entièrement dépourvue de doute. Faites l'appel. Jenna fit l'appel. À 40 mètres de là, derrière une formation rocheuse, Cassidy abaissa ses jumelles et regarda Garner. Ni l'un ni l'autre ne parla pendant un moment. Puis Garner dit très doucement « Ils ont réussi. »« Oui, » confirma Cassidy, « c'est le cas. » Elle enclencha sa radio. « À tous les opérateurs, exercice terminé. Hélicoptère médical en route vers votre position. Restez sur place. » Puis elle se leva de sa position, couverte, et marcha vers les lumières de la position de Bren. Garner à ses côtés, tous deux visibles, à découvert, marchant au grand jour comme on marche quand le combat est fini et que quelque chose de plus important a pris sa place. Bren les vit approcher et se mit debout. Ses 6 opérateurs restants se levèrent avec lui, maculés de peinture, épuisés, transis de froid et quelque chose d'autre, plus difficile à nommer. Cassidy s'arrêta à 1,50 m de lui et le regarda droit dans les yeux. « Vous aviez une occasion nette de remporter cet exercice il y a 20 minutes. »« Oui, madame. »« Vous ne l'avez pas saisi. »« Non. »« Pourquoi ?» Bren marqua un silence. Quand il parla, sa voix avait cette qualité d'un homme qui dit quelque chose de vrai pour la première fois.
parce que Prescott compte plus que le score. L'hélicoptère arriva 8 minutes plus tard. Les rotors battaient de l'air froid, les projecteurs balayaient le terrain, et Prescott s'envola sur un brancard, la cheville immobilisée, déjà en train d'argumenter avec les médecins sur la nécessité réelle de son évacuation. La vice-amiral Navarro émergea de l'obscurité à une douzaine de mètres, sa chevelure argentée et son maintien militaire inchangé par 14 heures sur le terrain. Elle marcha droit vers Cassidy. « Instructrice Hale. »« Madame. » Navarro regarda Bren, les 6 opérateurs derrière lui, puis Jenna Whitford debout à l'épaule gauche de Bren, menton levé, ne portant plus rien de cette petitesse excusante qui avait caractérisé son premier jour en formation. « Depuis combien de temps dirigez-vous ce programme ?» demanda Navarro. « 6 jours d'instruction, madame. Ce soir est le 7e. »« 7 jours. » Navarro absorba l'information. Cette décision, le second maître Whitford qui a poussé pour l'évacuation sanitaire, ça vient de votre renseignement. Ça vient d'elle, corrigea Cassidy. Je lui ai donné le cadre. Elle a fait le choix. Navarro regarda Jenna un long moment. Jenna ne détourna pas les yeux. Qu'est-ce qui vous a rendu si certaine ? Demanda Navarro. Mon père a laissé un homme derrière lui une fois, dit Jenna. Ramadi, l'homme a survécu, mon père non. Elle marqua une pause. Certains échanges ne valent pas la peine d'être faits, madame. Navarro ne dit rien pendant 3 secondes. Puis elle se tourna vers Cassidy. Je veux un briefing complet demain matin. Tout ce que vous avez construit ici, je veux comprendre comment ça se transfère. Oui, madame. Navarro fit mine de s'éloigner, puis elle s'arrêta sans se retourner. Votre père a formé 2 officiers dans ma promotion à Camp Pendleton en 2001. Tous les 2 sont toujours en vie. Un temps. Voilà à quoi ressemble un bon enseignement. Bienvenue dans la conversation, instructrice Hale. Elle s'enfonça dans la nuit. Cassidy se tint là, l'air froid du désert glissant dans ses cheveux, la photographie pressée contre sa poitrine, et le silence de 14 ans laissé par son père ressemblant soudain moins à une absence qu'au long espace qui précède un commencement. Derrière elle, Bren prit la parole. « Madame. » Elle se retourna. Il la regardait avec l'expression d'un homme arrivé dans un lieu qu'il ne s'attendait pas à atteindre. « Je vous dois des excuses. J'en dois à l'unité. » Il jeta un regard vers Jenna. « Et j'en dois environ 8 mois au second maître Whitford. » Jenna ne dit rien, mais quelque chose bougea sur son visage. Pas encore le pardon, pas si vite, mais l'ouverture d'une porte. « Commencez demain, » dit Cassidy à Bren, « et soyez sincère chaque jour. C'est tout ce que valent des excuses. » Il hocha la tête. Elle regarda les 6 opérateurs restants. Frigorifiés, maculés, épuisés, transformés. « Vous avez échoué à l'objectif tactique, » déclara-t-elle. « Vous ne nous avez pas capturés. Vous avez perdu plus de la moitié de vos effectifs. » Elle marqua une pause. « Et vous avez pris la seule décision qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre. Vous vous êtes choisis les uns les autres. » Le vent du désert traversa le silence. « Mon père a fait le même choix, » dit Cassidy. « Il y a 14 ans, à Helmand. Il a choisi son équipe plutôt que la mission. Ça lui a tout coûté. » Sa voix resta égale. « Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la tragédie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était le sens même de tout. » Personne ne parla. « Reposez-vous, » dit-elle. « Débriefing à 7 heures. » Elle s'éloigna du groupe seule, dans l'obscurité où personne ne pouvait voir son visage, sortit la photographie de sa poche. Son père en tenue de cérémonie, jeune et sûr de lui, les yeux de la même forme que les siens. « Je crois qu'ils sont prêts, papa, » murmura-t-elle. À la nuit, aux étoiles, à ce silence spécifique qui lui répondait depuis 14 ans. L'hélicoptère n'était plus qu'un point lumineux au loin, emportant Prescott vers un hôpital de campagne où sa cheville serait stabilisée et on lui dirait qu'il aurait besoin de 3 semaines sans appui. Il passerait ces 3 semaines à consigner tout ce que Cassidy Hale lui avait enseigné. Il transmettrait ce savoir pendant les 20 années suivantes de sa carrière sans qu'on ait jamais besoin de le lui demander. C'est ainsi que le vrai travail voyage. Pas à travers des programmes officiels ni des approbations du Pentagone. À travers la gravité spécifique des gens qui ont été changés et qui portent ce changement dans chaque pièce où ils entrent. Cassidy avait appris cela de son père. À présent,
Elle l'avait transmis. Le débriefing de 7 heures ne fut pas ce que quiconque attendait. Cassidy entra et s'assit, au lieu de se poster à l'avant de la salle. Elle tira simplement une chaise au centre de l'espace, la retourna, l'enfourcha et regarda la formation de cils épuisés et maculés de peinture comme si elle avait tout le temps du monde et rien à démontrer. Le changement d'énergie fut immédiat. Des hommes prêts à être évalués se détendirent d'un demi-degré, pas assez pour relâcher leur vigilance. Assez pour être honnête. « Dites-moi ce que vous avez fait de travers, » dit-elle. « Pas ce que j'ai fait de bien. Ce que vous avez fait de travers. Depuis 6 heures hier, et passez en revue chaque erreur. N'en omettez aucune par embarras, ce sont les plus embarrassantes qui vous tueront. » Silence pendant 2 secondes, puis Bren parla. « On a avancé trop vite dans la première heure. » Sa voix était plate et directe, celle d'un homme faisant un bilan honnête. J'ai laissé la confiance dicter le rythme au lieu de l'analyse du terrain. C'est pour ça que la première embuscade a fonctionné. On a marché droit dedans parce qu'on croyait savoir où vous seriez. Continuez. 4e heure. J'ai resserré la formation de trop après la seconde embuscade, surcompensation. Le flanc droit est resté exposé 20 minutes pendant que je me concentrais sur la reconstruction du centre. Whitford. Jenna releva la tête. J'ai hésité avant d'appeler l'évacuation. 40 secondes. Je savais quel était le bon choix et j'ai attendu 40 secondes avant de le faire parce que j'avais peur que ça soit retenu contre nous. Qu'est-ce qui a changé ? Prescott était au sol, dit-elle simplement. Et soudain, ce dont j'avais peur ne me semblait plus être la bonne chose dont avoir peur. Cassidy acquiesça et parcourut la salle du regard. Quelqu'un d'autre ? Prescott parla depuis le fond, la cheville surélevée sur une seconde chaise. J'ai fait confiance à mes appuis dans le noir parce que j'avais bien avancé toute la journée. J'ai arrêté de vérifier, c'est pour ça que je suis tombé. Un temps. C'est le genre d'erreur qu'on commet après que les choses se sont bien passées pendant un moment, quand on cesse de respecter le terrain parce qu'on a cessé d'en avoir peur. La salle était silencieuse. Tout ce que vous venez de dire, déclara Cassidy, c'est exactement ce que ce programme est conçu pour produire. Pas l'exécution parfaite, l'évaluation honnête. La capacité de regarder votre propre échec sans ciller et d'en extraire la leçon avant que la leçon ne vous broie. Elle se leva. Mon père était le meilleur opérateur que les opérations spéciales navales aient vu en une génération. Il est mort parce que personne ne lui a appris à évaluer honnêtement la faille dans sa propre formation. Personne ne lui a dit que 3 secondes d'hésitation dans un protocole d'identification de civils était une vulnérabilité. Ce n'était pas dans le manuel, ce n'avait pas été travaillé, et ça l'a tué. Personne ne bougea. Les techniques que je vous ai enseignées se dégraderont sans pratique, les compétences physiques s'estomperont, mais ce que vous venez de faire dans cette salle, le bilan honnête, sans ego, sans mise en scène, ça ne se dégrade pas, ça se cumule. Chaque fois que vous le faites, vous vous y améliorez, et finalement, ça devient le réflexe automatique. Elle regarda Bren. Voilà ce qu'est vraiment la maîtrise, pas l'exécution parfaite, la capacité de se tromper, de le voir clairement et de corriger plus vite que la situation ne vous punit. Bren soutint son regard. Quelque chose dans son expression se construisait depuis 12 heures et avait maintenant pris sa forme définitive. Pas de l'admiration à proprement parler, ni la douceur d'un sceptique converti. Quelque chose de plus dur et de plus durable. Le programme se termine aujourd'hui. On retourne à nos affectations. Comment empêcher que ça ne soit qu'un événement isolé ? Cassidy le regarda longuement. « Vous l'enseignez, » dit-elle. « Chaque technique que je vous ai donnée, vous la transmettez à la personne suivante. Chaque débriefing honnête que vous tenez dans cette salle, vous le tenez dans votre prochaine unité. Ce savoir ne vous appartient pas. Il passe à travers vous. Et si le prochain commandement n'en veut pas ? Il en voudra, dit-elle, quand vous continuerez à revenir vivant alors que d'autres unités ne le font pas. C'est l'argument qui fonctionne. La cérémonie officielle d'évaluation eut lieu à 14 heures. La vice-amiral Navarro la conduisit avec l'efficacité spécifique de quelqu'un ayant assisté à assez de cérémonies militaires pour les avoir réduites à leur contenu essentiel. Mention élogieuse de l'unité. Certification de préparation exceptionnelle. Approbation officielle du programme par le Pentagone, signé, daté, réel.
Quand le nom de Cassidy fut appelé pour la désignation d'excellence d'instructeur de combat, elle s'avança et se tint devant Navarro. Et pendant un instant, les deux femmes se regardèrent, 30 ans et une génération de résistance entre elles, le même combat à des altitudes différentes. Navarro épingla la désignation avec des mains qui ne jouaient pas la gravité du moment, car la gravité s'imposait d'elle-même sans représentation. « Bien joué », dit Navarro doucement, pas pour la formation, pour Cassidy. « Merci, madame. Ne me remerciez pas. Vous avez construit ici quelque chose que j'essaie de faire bâtir par la marine depuis 15 ans. Je suis en colère que ça ait pris si longtemps et reconnaissante que ce soit enfin fait. » Elle recula d'un pas. « Je vous recommande pour le curriculum intégré du groupe de développement des opérations spéciales navales, poste d'instructrice senior. Vous ne dirigeriez plus seulement des programmes, vous les concevriez, la méthodologie de votre père formalisée, institutionnalisée, portée à grande échelle. » Elle marqua un temps. « Réfléchissez-y. » Après la cérémonie, Bren la trouva seule. Il n'avait pas préparé de discours. Cassidy le voyait bien. Il se tenait les mains mal assurées, l'incertitude physique légère d'un homme ayant décidé de dire quelque chose d'honnête sans savoir exactement comment ça atterrirait. « J'ai dit à 3 hommes de cette unité que vous étiez une nomination politique, dit-il, dans les 2 premiers jours, avant de vous avoir vu travailler. Je l'ai dit pour vous saper avant que vous n'ayez la moindre chance de prouver quoi que ce soit. » Cassidy attendit. C'était mal, pas tactiquement mal, moralement mal. Vous méritiez un départ équitable, et je ne vous l'ai pas donné. Il croisa son regard. « Je suis désolé. » Les excuses restèrent suspendues entre eux avec un vrai poids. Pas la version jouée, pas la version techniquement correcte qui couvre les responsabilités et passe à autre chose, la chose authentique. « Je sais pourquoi vous l'avez fait, » dit Cassidy. « Non, ça ne rend pas la chose acceptable, mais je comprends pourquoi. » Elle le regarda avec attention. « Votre frère, Tikrit, vous portez ça depuis 2 ans. Et quand je suis entré dans cette cour, vous avez vu quelque chose qui menaçait le cadre que vous aviez construit autour du deuil. La certitude que ce que vous savez suffit. Que si vous êtes assez bon, les gens que vous aimez ne finissent pas dans des drapeaux. » La mâchoire de Bren se serra. « C'est ce que j'ai vu en vous dès le premier jour, poursuivit-elle. Pas de l'arrogance, de la peur. La même peur que j'avais quand je suis entré dans un bureau de recrutement à 18 ans, parce que je ne supportais pas l'idée que la mort de mon père soit un événement aléatoire sans leçon à l'intérieur. » Le silence qui suivit fut de ceux qui arrivent après que 2 choses ont été dites. Inconfortables et nécessaires. « Vous l'avez trouvée, la leçon ?» demanda Bren très bas. « Oui, » dit Cassidy. « La leçon, c'est que l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous devons devenir est toujours comblable. Toujours. Ça demande du travail, de l'honnêteté et la volonté d'avoir tort, devant des gens qui regardent, mais ça se comble. » Elle marqua un temps. L'écart de votre frère n'était pas comblable. Ce n'était pas un défaut de formation. C'était un engin explosif sur une route de Tikrit. Ce sont 2 choses différentes. Bren baissa les yeux. Quand il les releva, ils avaient dit changer. Quelque chose avait bougé derrière eux. Quelque chose de coincé depuis 2 ans. « Transmettez, premier maître, » dit Cassidy. « C'est tout ce que chacun d'entre nous peut faire. » Il la salua. Précis, complet, la version authentique. Elle rendit le salut. Il s'éloigna différent de ce qu'il était en arrivant. Pas réparé. Personne ne se répare en 3 semaines, mais orienté dans une direction nouvelle avec assez d'élan pour continuer d'avancer. Jenna trouva Cassidy 20 minutes plus tard, au bord de la cour d'entraînement, la dernière fois qu'elle s'y tiendrait avant que ses ordres de réaffectation ne prennent effet le lendemain matin. Elle tendit à Cassidy un morceau de papier plié, sans préambule. « Ne le lisez pas maintenant, lisez-le le jour où vous douterez que tout cela ait de l'importance. » Cassidy le prit. « Jenna. »« Madame, vous avez appelé cette évacuation avant Bren. Vous saviez ce que ça coûterait, et vous avez fait l'appel quand même. » Cassidy soutint son regard. « Ce n'est pas anodin. Vous comprenez Tarp, ça ? J'ai eu un bon professeur. Vous vous êtes eu vous-même,
rectifia Cassidy avec fermeté. Je vous ai donné des outils, vous avez décidé de ce qu'ils valaient. Ce sont deux choses différentes. Jenna se redressa, le dernier vestige de cette petitesse excusante envolée de sa posture. Pas du jour au lendemain, mais en 7 jours passés auprès de quelqu'un qui la voyait clairement et refusait de détourner le regard. On me recommande pour la candidature instructrice avancée, dit-elle. Garnet me l'a dit ce matin. Je sais. C'est moi qui vous ai recommandé. C'est pour ça que... Non, coupa Cassidy. Vous l'avez mérité en prenant une décision sous pression que beaucoup d'opérateurs plus expérimentés auraient mal prise. La recommandation ne fait que le dire officiellement à voix haute. Le menton de Jenna se releva. Pas avec arrogance, mais avec cette dignité précise de quelqu'un qui a cessé de s'excuser pour l'espace qu'elle occupe. « Je vais enseigner tout ça, » dit Jenna. « Tout ce que vous m'avez donné, je vais le transmettre. Je sais que vous le ferez. » Elles restèrent ensemble un moment dans ce genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Puis Jenna dit « Votre père vous reconnaîtrait. » Cassidy contempla la cour d'entraînement. Le sable tassé, les barres de traction, l'espace où 18 cils s'étaient tenus avec leur certitude et avaient été transformés par les conséquences de ces certitudes. L'endroit où Bren avait touché le sable et s'était relevé différent, où Prescott avait commencé à poser de vraies questions, où Jenna Whitford avait cessé de se faire petite. « J'y pense parfois, » admit Cassidy. « S'il verrait ce que je suis devenu ou seulement tout ce que j'ai changé dans ce qu'il m'a enseigné. » « Qu'avez-vous changé ?» Il croyait que les fondamentaux suffisaient, que si l'on maîtrise la base technique, on peut survivre à tout. Cassidy resta silencieuse un instant. Il avait presque raison. Les fondamentaux sont nécessaires, mais pas suffisants. Il faut aussi les gens. Il faut décider que les gens comptent mieux plus que le score, plus que la mission, plus que sa propre survie parfois. Elle toucha la photographie dans sa poche sans la sortir. C'est la chose qu'il savait mais n'a jamais eu l'occasion d'enseigner. Il est mort en la démontrant. Ce soir-là, Garner la convoqua dans son bureau. Il ne s'assit pas derrière son bureau. Il se tint à la fenêtre, comme se tiennent les gens qui cherchent les mots justes pour quelque chose qui compte. « J'ai quelque chose qui vous appartient », dit-il. Il se retourna. Dans sa main, un jeu de plaques d'identification. Ancienne, usée. La chaîne assombrie par le temps et l'usage. Il les lui tendit sans cérémonie, parce que l'instant n'avait pas besoin de cérémonie. Il avait besoin du contraire. Cassidy les prit avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Lut la gravure. Hale, Nathan Air, commandant, USN. Elle ne les avait pas tenues depuis 14 ans. Ne savait pas où elles se trouvaient, avait supposé, quelque part dans la comptabilité compliquée du deuil, qu'elles avaient disparu. J'étais avec lui quand il est tombé, dit Garner. Je les ai gardées parce que je ne savais pas comment les envoyer à une fillette de 8 ans. Et avec le temps, je n'ai plus su comment les envoyer du tout. J'attendais le bon moment. Il marqua un temps. Je crois que le moment est venu. Cassidy referma la main sur les plaques et resta ainsi un long moment. Il avait peur le matin où c'est arrivé, dit Garner. Je veux que vous le sachiez. Il me l'a dit. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait de la peur. Il a dit... Sa voix se fit mesurée, précautionneuse. Il a dit « Je la rends plus petite que ce pourquoi je la ressens. » Un silence. C'est vous. Ce pourquoi il la ressentait. Ce que Cassidy portait depuis 14 ans, le deuil et l'élan, et le besoin brûlant de donner un sens plus large à 3 secondes d'hésitation, se déplaça. Pas disparu, pas résolu en quelque chose de simple, mais changé dans sa nature. Comme change le poids quand il devient porteur au lieu d'être simplement lourd. Elle passa les plaques d'identification de son père autour de son cou, sentit le métal usé se poser contre sa clavicule à côté de la photographie qu'elle portait depuis 10 et 18 ans. « Merci, amiral, » dit-elle. « Il m'a remercié une fois, » répondit Garner, « de l'avoir maintenu en vie pendant une extraction particulièrement difficile en 98. Je lui ai dit la même chose que ce que je vous dis maintenant. Ne me remerciez pas. Transmettez. » 6 mois plus tard, l'équipe de Marcus Bren menait un raid sur un compound à Kunduz quand les communications tombèrent et que le soutien aérien fut retardé de 30 minutes et que 3 de ses opérateurs se trouvèrent à l'intérieur d'un bâtiment avec un combattant hostile et aucun renfort.
Bren bougea, fluide, axe central contrôlé. Le schéma de mouvement précis que Cassidy Hale lui avait ancré dans le corps au long de 7 jours dans le désert d'Arizona. Il nettoya le bâtiment en 90 secondes. Les 3 opérateurs sortirent. 0 perte. Dans le rapport de débriefing, à la rubrique « Application de la formation », il écrivit une seule ligne. Méthodologie C.Q.B. Hale. Elle a tenu. Et Jenna Whitford, 8 mois après Camp Pendleton, devint la première femme diplômée du programme avancé d'instruction des opérations spéciales navales de toute son histoire. Pendant son discours de remise de diplôme, elle parla d'une instructrice de 22 ans qui était entrée dans une cour remplie d'hommes ayant déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place et qui n'avait pas demandé la permission d'être redoutable. Le commandant demanda les coordonnées de Cassidy avant même que Jenna ait fini de parler. Les ondes se propagèrent comme s'était y être propagée celle de son père, invisible et permanente. À travers chaque salle où passèrent ses opérateurs, chaque unité qu'ils touchèrent, chaque décision qu'ils prirent dans le noir quand personne ne regardait, et que la seule question qui comptait était de savoir s'ils avaient les fondations pour tenir. À Camp Pendleton, 1 an après la fin du programme, une nouvelle promotion se tenait dans la cour d'entraînement. 40 opérateurs, unité mixte, visage sceptique. Un jeune sous-officier au premier rang détailla Cassidy de haut en bas et eut ce sourire qu'ont les jeunes hommes qui n'ont pas encore appris la différence entre assurance et compétence. Madame, avec tout mon respect, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre qu'un déploiement en zone de combat ne nous a pas déjà appris ? Cassidy toucha les plaques d'identification à sa gorge. Le poids de son père, la voix de son père. 14 ans de deuil comprimés en quelque chose qui était devenu la partie la plus porteuse de sa structure. Elle regarda le sous-officier avec des yeux gris et calmes qui faisaient reconsidérer leur certitude aux gens trop sur 2 depuis le tout premier jour à Camp Pendleton. « J'ai prévenu la dernière promotion, » dit-elle doucement. Ils n'ont pas écouté au début. Elle marcha jusqu'au centre du tapis d'entraînement. Ils ont appris. 40 mains se levèrent. Dehors, le Pacifique battait le bord du continent, comme il l'avait toujours fait. Indifférent, immense, éternel. Mais dans la cour d'entraînement de Camp Pendleton, quelque chose se produisait qui n'était rien de tout cela. Quelque chose de spécifique, d'humain et de durable, transmis d'un homme mort en 3 secondes d'hésitation à une fille qui avait passé 14 ans à transformer ces 3 secondes en fondation assez solide pour durer bien au-delà de 2. Cassidy Hale regarda 40 visages en attente d'être changés, toucha une dernière fois les plaques de son père et commença à enseigner. Elle ne demanda la permission à personne.